Bien le bonjour tout le monde, je suis Flo et vous êtes les bienvenus dans le salon des émotions. Après le drame, le teen movie et le documentaire, j'avais envie de vous parler d'un genre de film dont j'avais encore jamais parlé avant sur la chaîne, mais que pourtant j'adore. Ce genre, c'est celui que les Américains appellent généralement les indie dramedies, ce qu'on pourrait grossièrement traduire par comédie dramatique indé. Vous savez, c'est ces films qui parlent souvent d'amour, d'amitié ou de famille, parfois même des trois en même temps, et qui se caractérisent par une mise en scène simple et épurée pour mieux se concentrer sur l'histoire et les relations entre les personnages. Et en général, c'est des films qui ont un petit budget parce qu'ils se contentent de raconter des histoires simples de la vie de tous les jours. Tenez, par exemple, le film dont on va parler aujourd'hui n'a coûté que 2 millions de dollars. À titre de comparaison, le film qu'on abordera dans le prochain épisode a coûté 225 millions de dollars. C'est pas la même chose. Mais bref, on n'est pas là pour parler chiffres. Les indie dramedies, c'est le genre de film que je vais regarder quand je suis pas trop dans mon assiette. Déjà parce que c'est des histoires très simples, donc qui ne demandent pas un trop gros investissement intellectuel, mais aussi parce que c'est le genre de film devant lequel je vais très facilement fondre en larmes. Et ça peut avoir deux effets. Soit ça ira pas forcément mieux une fois le film fini, mais au moins j'aurai extériorisé ma mauvaise humeur, ce qui ne peut pas faire de mal, soit ça m'aura fait réaliser qu'en fin de compte, le monde est pas si moche que ça. Sauf qu'en général, quand je suis avec des amis et qu'on veut regarder un film ensemble, j'évite de proposer ce genre de film, parce que je sais que tout le monde n'aime pas forcément, et que mine de rien, même si les histoires changent d'une œuvre à l'autre, on retrouve toujours à peu de choses près le même schéma narratif. Donc je me contente généralement de les regarder seul, ce qui n'est probablement pas plus mal, parce que n'importe qui se foutrait de ma gueule en voyant l'état dans lequel ces films me mettent. Et du coup, cette année, il y a l'un de ces films que j'attendais vraiment beaucoup. C'était même l'une de mes plus grosses attentes de 2018. Problème, il n'est pas sorti en France. Du coup, j'étais forcément un peu dégoûté, parce que j'en voyais plein de critiques positives sur le net, et moi j'étais là comme un con à ne pas pouvoir le regarder. J'ai donc dû attendre la sortie en DVD aux États-Unis pour pouvoir me le procurer. Et même là, c'était pas gagné d'avance, parce que si l'on en croit les commentaires laissés par les utilisateurs sur la page Amazon du Blu-ray du film, ce n'était pas le bon film qui était sur Blu-ray. Bon, ça a été corrigé depuis, mais quand même, ça craint. Mais vous savez quoi? L'attente en valait la peine. Ce film, c'est Hearts Beat Loud. Ça raconte l'histoire de Frank Fisher et de sa fille Sam, respectivement incarnés par Nick Offerman et Kiersey Clemons. D'ailleurs, petit point casting, ils sont absolument excellents. Il y a une vraie alchimie entre les deux comédiens et ils sont vraiment crédibles en père et fille. Et puis le reste du casting est très bon aussi. Mention spéciale à Ted Danson en barman stoner. Bref, Frank gère un magasin de vinyle et Sam est sur le point de partir en fac de médecine. Et ils partagent une chose, leur amour pour la musique. C'est pourquoi ils vont se mettre à composer quelques chansons ensemble. Cela dit, ils vont finir par se rendre compte qu'ils ne veulent pas la même chose. Frank brûle d'envie de créer un groupe avec sa fille et de se lancer dans une carrière musicale, tandis que cette dernière préfère privilégier ses études et son avenir en tant que médecin. On va donc avoir un contraste entre un père rêveur et idéaliste, et sa fille beaucoup plus pragmatique et réaliste. Et entre les deux, la musique. D'ailleurs, il va y avoir des moments dans le film où Frank et Sam vont parler de leurs sentiments par le biais de la musique, à défaut de savoir comment le faire dans une conversation normale. Ce qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler la folle journée de Ferris Bueller qu'on avait abordée dans un autre épisode. Donc, la scène sur laquelle j'ai décidé de m'attarder se situe à peu près aux 2/3 du film, et c'est une scène musicale. On y voit Frank jouer de la guitare, seul, avec quelques images de Sam qui est en train d'apprendre à faire du vélo. Vous verrez, ça a son importance. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste vous donner quelques éléments de contexte, histoire que vous puissiez bien saisir toute la subtilité de la scène. Déjà, Frank vit seul avec Sam. En effet, la mère de cette dernière a été tuée plusieurs années auparavant alors qu'elle était à vélo. En conséquence, Sam n'a jamais appris à faire de vélo. Ensuite, la mère de Frank a quelques problèmes. On ne nous dit pas clairement ce qu'elle a, mais on peut supposer qu'elle est atteinte d'Alzheimer. Enfin, au moment où a lieu cette scène, Frank est au fond du trou. Sam lui a clairement dit qu'elle ne voulait pas se lancer dans une carrière musicale avec lui, il a réalisé qu'il ne prend plus aucun plaisir à vendre de la musique et va donc fermer boutique, et la femme avec laquelle il pensait enfin réussir à faire le deuil de la mère de Sam voit un autre homme. Du coup, que va faire Frank? Il va se réfugier dans la dernière source de réconfort à sa disposition, la musique. Et c'est là que commence notre scène. Donc, pourquoi est-elle si marquante? Premièrement, l'introduction de la scène. Avant de se mettre à jouer, Frank regarde quelques vieilles photos. Des photos de Sam quand elle était petite, des photos de la mère de Sam et des photos de sa mère à lui. On comprend alors quel est le principal problème de Frank. Il vit dans le passé. Il a du mal à voir sa fille grandir, il n'arrive pas à faire le deuil de sa femme, et il refuse d'admettre que sa mère n'est plus la femme qu'elle était. Et ça, on le comprend sans même qu'un mot ne soit prononcé. On a juste un enchaînement de 7 plans qui montrent les photos et Frank. Et je trouve que c'est franchement fort. Parce que ces 7 plans, aussi simples soient-ils, suffisent à nous faire comprendre l'état d'esprit dans lequel se trouve le personnage et comment il va aborder la suite. Deuxièmement, Sam et Rose.
D'ailleurs, je vous ai pas encore parlé de Rose, c'est en fait la petite amie de Sam qu'elle rencontre au début du film, et c'est donc elle qui va apprendre à Sam à faire du vélo. Dit comme ça peut paraître très con, voire même complètement anodin. Et bah ça ne l'est pas, parce que le vélo, c'est le symbole de l'évolution de Sam. Pour rappel, elle n'a jamais appris à en faire parce que sa mère est décédée à vélo. Et donc le fait qu'elle apprenne enfin symbolise son acceptation de la mort de sa mère. Elle arrive enfin à faire son deuil et à passer à autre chose. Alors évidemment, passer à autre chose, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est pour ça qu'elle galère au début. Mais au fil de la scène, elle gagne en aisance pour finalement filer comme le vent. Et si elle parvient enfin à aller de l'avant, c'est grâce à Rose, c'est grâce au soutien et à l'aide de cette dernière qu'elle y arrive. Ouais, parce qu'en plus d'être un film qui parle de musique et de famille, Hearts Beat Loud, c'est aussi une très jolie histoire d'amour. Troisièmement, la musique. Évidemment, fallait bien que je finisse par en parler à un moment. Le morceau joué par Frank est absolument magnifique. Il est très simple, certes, mais il est terriblement efficace. Et en plus, c'est pile le genre de musique que j'aime. Bon, du coup, cette musique est pas là pour faire joli. Elle habille ce que je considère être l'une des scènes clés du film, donc elle veut forcément dire quelque chose. Et ça va paraître évident, mais elle fait écho à l'état d'esprit de Frank. Alors attention, ce qui va suivre relève de mon interprétation personnelle, c'est possible que vous ne soyez pas d'accord. Auquel cas, il n'y a aucun souci. Donnez-moi votre propre interprétation dans les commentaires et on en discutera ensemble. Bref, on a déjà le rythme de base qui donne, je trouve, une impression de mélancolie. Et bah forcément, Frank est pas au meilleur de sa forme à ce moment-là du film. On a ensuite le petit riff de guitare qui est, quant à lui, plus joyeux. Personnellement, je l'assimile aux souvenirs heureux de Frank, ceux dans lesquels il s'enferme. Et on a enfin le clavier qui vient s'ajouter et qui donne un côté très onirique au morceau, et qui renvoie donc au côté rêveur et idéaliste du personnage. Et le fait que toute la piste soit en fait composée de boucles qui se répètent reflèterait la boucle de souvenirs dans laquelle Frank s'isole. En gros, dans cette scène, la musique fait office de bulle de nostalgie dans laquelle le personnage incarné par Nick Offerman s'enferme pour échapper à son présent. Et d'ailleurs, la musique s'arrête de manière tellement brusque qu'on a presque l'impression de la voir éclater, cette bulle. Et qu'est-ce qui se passe dès que la musique s'arrête? Le téléphone de Frank sonne, on l'appelle pour une urgence concernant sa mère. Paye ton retour à la réalité. Et il y a encore un élément relatif à la musique dont j'ai pas encore parlé, sauf que cet élément, on ne peut pas le connaître juste en regardant la scène. Il s'agit du titre du morceau, titre qui renvoie directement, quatrièmement, au message de la scène. En effet, le morceau s'appelle Everything Must Go, tout doit s'en aller. Et donc en jouant, Frank réalise progressivement qu'il n'est pas sain de vivre dans le passé comme il le fait, qu'il est temps pour lui de passer à autre chose, de laisser le passé s'en aller et de se tourner vers l'avenir. Il réalise qu'il faut profiter des choses tant qu'elles sont à notre portée, sans chercher à les retenir quand le moment est venu pour elles de s'arrêter. Et ça va d'ailleurs dicter son comportement pour le reste du film, surtout la fin, que je ne vais pas vous révéler parce que je suis plutôt sympa. Et puis le titre renvoie aussi à l'évolution de Sam, qui se fait en parallèle de celle de Frank. Donc ouais, en gros, cette scène nous dit que le passé c'est cool, mais que l'avenir nous réserve plein de nouvelles choses. Des choses positives, évidemment, mais aussi parfois du négatif. Mais ça, c'est pas grave, parce que la vie ne s'arrêtera pas pour autant. Il faut continuer à chérir les moments passés, tout en n'oubliant pas de profiter des moments présents et futurs. Et ça, c'est plutôt joli comme message. Et donc au final, ce qui ressort principalement de cette scène, c'est un sentiment doux-amer, un mélange de nostalgie, de regret et d'espoir. De nostalgie à cause des souvenirs de Frank, de regret à cause de la prise de conscience qu'il faut laisser s'en aller le passé, et d'espoir à cause de toutes les choses que réserve l'avenir. En tout cas, c'est une scène que j'ai trouvée vraiment magnifique et qui m'a profondément touché, et j'espère que j'aurai réussi à vous transmettre un peu de ça par le biais de cette vidéo. J'en serais très content en tout cas. Allez, on se retrouve bientôt dans le salon pour... Non, vous savez quoi? J'ai pas envie de vous quitter tout de suite. Du coup, vu que je me sens d'humeur généreuse, je vais partager avec vous 3 de mes indie dramedies préférés. C'est bon, vous avez de quoi noter? Alors on commence par The Hollers. C'est le deuxième film de John Krasinski en tant que réalisateur, juste avant Sans un bruit, que je vous conseille lui aussi si vous ne l'avez pas déjà vu. Bref, The Hollers raconte l'histoire de John, un dessinateur qui vit à New York et qui doit retourner dans sa petite ville natale parce qu'on a diagnostiqué une tumeur au cerveau à sa mère. Et comment dire,
tout part en couille. Le casting se compose de plein de gens trop cool, comme mon bébé John Krasinski que j'aime d'amour, Anna Kendrick, Mary-Elizabeth Winstead, Charlie Day, Charlton Copley, ou encore Josh Groban, et c'est un film vraiment tout simple, mais qui est fait avec le cœur, et c'est ça le plus important. Ensuite, Gifted, réalisé par Mark Webb, le gars qui nous a servi 500 jours ensemble. Ça raconte l'histoire de Frank Adler, joué par Chris, mon ratio taille-largeur d'épaule est juste surréaliste Evans, qui élève seul sa nièce Mary, qui est surdouée. Frank fait alors face à un dilemme. Doit-il élever Mary comme une petite fille normale, comme l'aurait voulu sa sœur, ou doit-il l'envoyer dans une école spécialisée pour qu'elle puisse exploiter tout son potentiel? Juste un conseil, préparez des mouchoirs avant de regarder le film. Et enfin, troisième et dernière suggestion, 50-50 de Jonathan Levin, avec Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen, Bryce Dallas Howard et Anna Kendrick. C'est l'histoire d'Adam, 27 ans, à qui l'on diagnostique une tumeur au niveau de la colonne vertébrale et qui lui laisse une chance sur 2 de s'en sortir. D'où le titre du film. Et je me rends compte que sur 3 suggestions, il y en a 2 qui parlent de cancer et qui ont Anna Kendrick au casting. Bref, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, je voulais juste vous parler de ces 3 films parce que je les adore, mais que je pense pas y consacrer d'épisodes. Du coup, j'en ai profité. N'hésitez pas à me faire vos retours sur cette vidéo dans les commentaires et à me donner vos indie dramedies préférés, je ne demande qu'à en découvrir de nouvelles. Sur ce, on se retrouve bientôt dans le salon pour de nouvelles vidéos. D'ici là, surtout, portez-vous bien, c'est important. Allez, ciao tout le monde.